Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je me présente Clémence Daudet, responsable innovation et partenariat chez Photosol. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet échange autour de l'agrivoltaïsme et des bénéfices concrets pour le pâturage ovin avec Anne-Marie Bollot, donc, qui est technicienne ovine chez Terre d'Ovin FEDER, la coopérative, et puis avec Emmanuel Mortelmans, qui est donc éleveur dans la Nièvre, éleveur ovin évidemment, et qui va nous parler un petit peu de son exploitation. Donc, pour commencer, Anne-Marie, donc vous êtes technicienne ovine chez FEDER, vous accompagnez beaucoup d'éleveurs au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle et du rôle d'accompagnement des éleveurs généralement et aussi dans le cadre des projets agrivoltaïques? Oui, bonjour. Donc, je m'occupe d'éleveurs sur la zone Bourgogne et Grand Est. Et du coup, je les accompagne techniquement, aussi bien en sanitaire, dans l'alimentation, dans la reproduction. Et du coup, depuis quelques années, je me suis aussi spécialisée sur l'agrivoltaïsme parce que j'avais beaucoup de demandes d'éleveurs ovins qui demandaient des conseils par rapport à ça, ce que ça pouvait apporter sur leur élevage. Et c'est pour ça que je suis partie sur ces dossiers-là depuis 5 ans à peu près. Emmanuel, du coup, vous êtes éleveur ovin, vous exploitez des parcs agri-PV. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre exploitation et aussi comment cette aventure a commencé? Comment est-ce que vous avez commencé à exploiter des parcs PV? Bonjour. Donc éleveur ovin effectivement depuis 2004 et on exploite des parcs PV depuis maintenant 7 années. Donc on en est venu à exploiter des parcs agri-PV suite aux différentes périodes de sécheresse auxquelles on a été confrontés. Et nous avons eu l'opportunité justement d'essayer ce type de pâturage. Donc nous en exploitons actuellement un total de 109 hectares. Donc on en a très vite même mesuré l'intérêt à différents niveaux. Au niveau de la pousse de l'herbe, la pâture se comporte différemment. Il y a une pousse beaucoup plus linéaire, donc presque plus aisée à exploiter. Une herbe qui est maintenue plus courte, donc que les animaux valorisent mieux. Cette valorisation d'ailleurs a été mesurée avec la chambre d'agriculture de la Nièvre. On a mesuré pendant 4 ans la croissance des agneaux et il en ressort que quelles que soient les conditions météorologiques, on a eu des années sèches, très sèches, humides et très humides, on a toujours un gain de poids supérieur sur les pâtures agrivoltaïques. Donc bon, alors il y a le phénomène, ça peut être lié à la pousse de l'herbe, ça peut être lié également à la protection qu'offrent les structures aux animaux lors des intempéries, notamment au printemps avec les jeunes agneaux qui ont vite compris qu'en se maintenant à l'abri, forcément ils subissent moins le froid, quoi. On bénéficie également du coup de clôture sur le pourtour de la parcelle, de clôture d'une hauteur de 2 mètres et des clôtures vraiment hermétiques. Donc ça a quand même aussi également un intérêt. Un peu contre le prédateur, mais bon, également par rapport à la divagation ou tout un tas de problèmes qu'on peut être amené à rencontrer en élevage ovin. Anne-Marie, du coup, est-ce que sur votre zone et dans votre coopérative, vous avez beaucoup d'éleveurs qui se sont lancés en agrivoltaïsme? Est-ce que vous avez des observations à nous partager, similaires ou différentes d'ailleurs de celles d'Emmanuel sur ce qui se passe sur ces parcs? Oui, on a quand même pas mal de projets avec différents éleveurs. C'est d'ailleurs pour ça que nous, à la coopérative, on a souhaité investir
dans ce dossier-là, puisqu'il fallait aussi qu'on ait des références, qu'on ait aussi un bon conseil, qu'on puisse orienter nos éleveurs dans les bonnes démarches, sachant qu'un vrai projet photovoltaïque, agrivoltaïque, passe quand même par la production qu'il y a dessous. Les ovins correspondent bien. Ça a été vraiment, en plus, ça tombe quand même à un changement d'agriculture avec les changements climatiques, on peut le dire, hein, les sécheresses, les périodes de pluie intenses. C'est quand même quelque chose qui se complémente bien. C'est vrai, une vraie osmose. Par contre, un projet agricole, ça se réfléchit. On peut étudier la pousse de l'herbe. La Chambre d'agriculture de la Nièvre l'a bien fait. C'est intéressant. On peut voir vraiment une efficacité aussi sur le croît des agneaux. Enfin, ça, on peut le noter aussi. Et quand même une amélioration de l'autonomie alimentaire sur une exploitation, ça c'est important. C'est pour ça que nous, on souhaite continuer à aider les éleveurs et les partenaires énergéticiens qui sont dans cet esprit-là de vraiment construire un projet agricole avec l'éleveur. L'éleveur, bien sûr, à notre coopérative, reste quand même le centre du projet. Vraiment, mais on peut trouver des très belles alliances et on peut faire des très beaux projets. Les projets qu'on a travaillés au début voient bientôt le jour. Hein. On attend, alors les énergéticiens encore plus que moi attendent le raccordement. C'est souvent après des longs mois de bataille ce qui manque à l'heure actuelle. Alors il faut essayer d'avancer aussi là-dessus en même temps parce que des projets, il peut y en avoir plein, mais si on peut jamais les raccorder, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Voilà. Du coup, la coopérative, elle accompagne les projets, elle accompagne les éleveurs dans la définition du projet, dans toutes les phases, finalement, les phases amont, les phases d'études, et puis ensuite sur la mise en place effective de l'élevage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle, enfin les différents rôles votre rôle à ces moments-là du projet? Au départ, on part d'une situation initiale de l'exploitation. Et après, donc, on fait des simulations avec le nouveau parc, en dimensionnant le parc, en discutant avec l'éleveur selon s'il est loin du parc ou pas loin du parc. Si lui veut plutôt faire un pâturage tournant, un pâturage tampon, enfin voilà, on discute vraiment du sens. Quand on a un éleveur, quand vous avez un éleveur comme Emmanuel Mortelmans, là il n'y a pas trop de soucis parce qu'il est éleveur dans l'âme, il est vraiment éleveur de base. Après il faut faire très attention quand on change d'orientation sur une exploitation. Je ne dis pas que c'est pas possible de mettre des ovins à la place des céréales, mais un éleveur doit être accompagné. On ne devient pas éleveur ovin du jour au lendemain. La phase de formation est indispensable. Il faut vraiment bien prendre ça en compte parce que sinon on va à un échec au bout de quelques années. Quand on a la chance d'avoir un éleveur de départ, c'est plus facile, mais c'est possible aussi de changer de culture en ovin, surtout sur des zones un peu intermédiaires où les cultures vont mal, où il y a des résistances, ça peut être intéressant aussi. Notre rôle, nous, c'est de dimensionner ça, de voir si c'est possible, si l'éleveur aura la capacité. Dans ces projets-là, c'est très long et il ne faut surtout pas vendre du rêve à un éleveur, parce que c'est très très long, il y a des moments où on fait 2 pas en arrière et ça paraît très long pour l'éleveur, on n'a pas les mêmes vues que vous savez qu'un projet est long, mais nous on croit toujours que ça va aller plus vite, enfin surtout l'éleveur, il croit que ça va aller plus vite, donc ça c'est un peu long. On accompagne les projets qu'on suit pour nos adhérents ou pour des développeurs avec qui on travaille depuis longtemps, jusqu'en CDPNAF, on défend le projet juste en CDPNAF, et après sur le suivi, on commence à faire des protocoles de suivi, mais on fait des essais parce que le choix retenu par le décret agrivoltaïste sur la biomasse est quand même compliqué. Couper de l'herbe, mesurer de l'herbe, c'est compliqué et je suis pas sûre que ça soit ça qui reflète le suivi de l'élevage sur le parc. Je pense qu'un chargement, une productivité serait mieux amené, mais on suit on essaye de suivre le projet au mieux du départ au plus loin qu'on peut. Voilà. Emmanuel, vous étiez éleveur ovin à l'origine. Est-ce que vous avez dû adopter finalement des changements techniques parce que vous exploitiez du coup sur ce parc, par exemple en termes de chargement? Est-ce que finalement vous conduisez votre élevage un peu différemment parce que c'est dans un parc agrivoltaïque, ou est-ce que finalement ça vous impose pas tant d'adaptation que ça?
Disons que pour nous, ça n'a pas été non plus une révolution. On pratique historiquement le pâturage long. Donc on a adapté justement le chargement aux conditions de pousse de la pâture. Donc on charge pas trop, mais l'idée c'est que les animaux restent sur la parcelle qui leur a été dédiée au printemps, qu'elles y passent que les brebis du moins y passent toute la saison. Donc on a un chargement de 5 brebis hectares, plus leurs agneaux, jusqu'au sevrage au mois d'août. Et ensuite, les brebis restent sur le parc, enfin la parcelle, quoi. Et le bélier, la mise en lutte, est effectuée sous la parcelle. On pourrait certes charger plus, par exemple au printemps, mais ça nous obligerait à décharger ou alors à apporter du fourrage pendant les périodes estivales. Donc c'est un choix délibéré de maintenir un chargement pas trop élevé. Bon, autrement, après, on s'est adapté également aussi à la présence de structures. Pour rentrer les animaux, moi je travaillais beaucoup soit au quad, soit à la moto, donc par la contrainte. Et finalement, du coup, on a dû s'adapter parce que les brebis ont vite fait de comprendre qu'en passant sous les structures, on n'arrive pas forcément à suivre. Donc, maintenant, on travaille avec l'appétit. Donc, on nourrit un peu. Et d'ailleurs, le troupeau, ça s'en ressent parce que le troupeau est beaucoup plus docile. Et même sur nos pâtures conventionnelles, maintenant, on les rentre de la même manière, quoi. Et donc vous avez à la fois des parcs sur lesquels vous avez déjà votre troupeau, vous avez aussi un nouveau projet en développement. Anne-Marie parlait tout à l'heure des challenges sur le fait de démontrer la pertinence du projet, d'accompagner ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un conseil, un retour sur cette période, comment l'aborder, comment bien construire son projet agrivoltaïque? Vous êtes un des mieux placés parce que vous les avez à la fois en exploitation et en développement. Donc quels sont vos retours d'expérience sur cette période-là? Disons que comme disait Anne-Marie, ça doit pas être un but en soi pour l'éleveur. Sinon, c'est quelque chose de très très long, avec des difficultés, avec des changements en cours de route au niveau des lois, avec tout un tas de contraintes qui s'ajoutent. Enfin, c'est un peu un pas en avant, deux en arrière. Des fois, c'est un peu le tango. Mais si l'éleveur ne focalise pas là-dessus, c'est quelque chose qui, ça doit pas être un objectif, quoi. Disons que ça peut être un plus si on y parvient, mais c'est pas bon. Après, je pense qu'il est important de bien choisir son développeur, avoir un développeur qui est en mesure de vous montrer des centrales en exploitation et qui est en mesure de vous faire partager son expérience avec d'autres agriculteurs, ce qui permet de voir comment l'échange se passe entre l'agriculteur et l'exploitant des terrains, quoi. Oui, effectivement, c'est important d'agréger des retours d'expérience et vous êtes très ouvert à cela parce que on mène beaucoup d'études sur le site de Verneuil. Ça fait partie des sites un peu phares. Et effectivement, on a mené des études donc sur le poids des agneaux. On en a mené aussi sur le comportement animal avec l'IDEL parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que finalement l'animal a exactement le même comportement que sur une parcelle normal et donc le même bien-être. Il y a aussi la question du confort thermique qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui en élevage ovin c'est un enjeu fort en bâtiment, à l'extérieur? Est-ce que on pense qu'on va y être confronté plus tard? Est-ce que c'est un enjeu, Anne-Marie, qui est entre guillemets techniquement auquel il est important de faire attention pour bien conduire son troupeau? Alors, il est évident que le confort thermique, à l'heure actuelle, avant on pensait toujours à l'hiver, c'était nos grosses préoccupations, et maintenant, changement de cap, on pense plutôt à l'été, parce que c'est pratiquement plus compliqué de s'adapter à l'été que de s'adapter à l'hiver.
Et ça, c'est vraiment une de nos préoccupations. Surtout, je vais dire 2 mots sur la filière. Il faut des agneaux toute l'année, quelquefois des agneaux jeunes toute l'année. On est obligé d'avoir quand même quelques agnelages en période estivale, juillet, août. Et ça devient très compliqué parce qu'il fait très chaud. Dans les bâtiments, il fait très chaud. Quand il n'y a pas d'ombre dans les prés, il faut s'adapter. On ne peut plus laisser les animaux comme ça. C'est vrai que pour le coup, dans des parcs, on garde en même temps l'air quelque part, l'air puisqu'on n'est pas dans un bâtiment, et on garde aussi, ça fait aussi de l'ombre. Mais c'est aussi une évolution. On pense toujours confort animal, bien-être animal en hiver, mais maintenant notre préoccupation, moi en tant que technicienne, je le vois chez les éleveurs, c'est plutôt l'été avec ces fortes chaleurs qui arrivent sur plusieurs jours. Et comme le corps humain, la brebis, elle doit s'adapter, et au bout d'un moment, quand il fait très chaud, ça tire un peu plus. Voilà. Effectivement, peut-être Emmanuel rebondir sur ce point-là. C'est un sujet qu'on suit effectivement sur les parcs avec des capteurs microclimatiques pour voir s'il y a une différence de température sous panneau, en interrang et sur les zones témoins. Mais il y a surtout la différence de l'irradiance, on va dire, directe. Est-ce qu'aujourd'hui, on observe que les brebis les agneaux ont un comportement spécifique de mise à l'ombre ou de protection Disons qu'on peut observer que les brebis passent plus de temps à pâturer sur des pâtures agrivoltaïques. Sur une pâture conventionnelle, ils vont être très matinales, les brebis, manger et se coucher à l'ombre pour le reste de la journée. En pâture agrivoltaïque, vous pouvez passer en plein midi, les animaux sont en train de pâturer, quoi. Ce qui peut d'ailleurs expliquer également la différence, la croissance supérieure des agneaux, comme a été relevé dans l'étude, quoi. Et effectivement, la croissance des agneaux et leur poids, c'est un indicateur hyper important parce qu'on le disait, oui, il y a la pousse de l'herbe, etc. Mais pour l'éleveur, économiquement, ce qui compte, c'est le poids des animaux parce que c'est ce qui génère les revenus aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'important à suivre. Anne-Marie, peut-être. Est-ce qu'on envisage le suivi de ce type d'indicateur Est-ce que c'est des pesées c'est des notes d'état sur les animaux. Comment est-ce qu'on suit ce critère-là? Alors, pour l'instant, on est plutôt encore dans des protocoles. On essaye des choses. Parce qu'on voit bien que la pousse d'herbe, ce calcul sur cette pousse d'herbe, quelque part, des fois, elle est un tout petit peu moins vraie au printemps, mais c'est pas au printemps qu'on a besoin d'herbe dans une exploitation. Donc, c'est plutôt quand il fait une période de sécheresse, et on voit bien que ça retarde l'affouragement au parc. Donc sur tous ces suivis, on fait des notes d'état corporel. Nous, quand on a un protocole, on essaye de faire des notes d'état corporel. Quand l'éleveur peut faire, on va aller vers de la pesée pour que ça soit plus factuel. Parce qu'en fin de compte, quand on passe des dossiers dans les différentes, que ça soit Pôle ENR, CDPNAF, selon les doctrines des chambres d'agriculture, on est toujours confronté à des questions de réticence, ce qui peut être compréhensible, mais nous on doit amener du factuel. Le factuel, c'est la meilleure réponse aux critiques, c'est vraiment la meilleure réponse, parce que des gens qui n'ont jamais vu de panneau et qui n'ont jamais vu de moutons, c'est difficile qu'ils aient quand même un avis plus tranché que le nôtre. Ça, c'est un peu difficile à accepter souvent dans des réunions. Donc moi, ce que je veux engranger, c'est du factuel. Quand un éleveur pourra peser à l'entrée du parc, à la sortie du parc, c'est du boulot, mais ça nous permet d'avoir des données et peut-être nous aider après à faire avancer des dossiers dans des CDPNAF, vers des chambres d'agriculture qui sont un peu réticentes, ou des éleveurs ou qui sont réticents. C'est important d'essayer de travailler au mieux le suivi, d'essayer de l'adapter. Mais là, on est dans des sites de réflexion encore. On avance tout doucement pour essayer de trouver les meilleurs éléments, quoi.
Et sur ces réflexions, je suppose que le partage d'expérience est quelque chose de très important. Je sais que vous êtes impliqué dans des groupes de travail, voilà, au sein de la coopération agricole. Peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, parce que c'est vrai que c'est des sujets nouveaux sur lesquels il est important de co-construire et de se donner des conseils. Emmanuel parlait de partage entre éleveurs. Il y a aussi sûrement des partages entre coopératives avec les chambres. Alors comme moi je fais partie d'une coopérative, je fais partie aussi du groupe agrivoltaïsme de Coop de France, voilà, où on essaye de travailler sur nos échanges de données, nos échanges de réflexion. Il y a un cabinet d'études qui fait partie aussi de ce groupe-là. C'est intéressant parce qu'on fait des visites de parcs, donc c'est important pour nous d'avoir du rendu. Enfin, moi j'ai été visiter l'arboriculture par exemple, j'avais pas de connaissances, ça n'a rien à voir avec les ovins, mais ça donne vraiment l'intérêt aussi de voir qu'il y a plusieurs intérêts qu'on peut travailler. On a été visiter aussi des volières, on n'appelle pas ça des volières, mais des ombrières pour volailles, et ça c'était super intéressant aussi. Il y a plein de méthodes d'aller vers l'agrivoltaïsme. Mais comme je le dis, c'est important d'avoir un groupe, on échange entre nous, on essaye aussi de faire passer des messages par la coopération agricole, parce que nous, demain on a envie qu'il y ait encore des éleveurs qui soient ovins, des éleveurs qui vivent bien, et je pense que c'est vraiment complémentaire à leur travail. Il faut qu'on se remette en question avec ce changement climatique où on n'a pas d'influence directe à avoir, il faut qu'on essaye de s'adapter au mieux, et ce groupe permet d'échanger nos ressentis, et on en avait encore un en début de semaine là, puisqu'on s'est retrouvés sur le sommet, et on a vraiment ce ressenti qu'on peut faire vraiment de l'adaptabilité avec ces projets-là. Emmanuel, vous êtes aussi dans une démarche beaucoup de partage. Vous acceptez d'ouvrir votre parc très souvent. On fait pas mal de visites, que ce soit pour des institutionnels ou des éleveurs. Pour vous, pourquoi c'est important de garder ce dialogue sur ce site, et d'être très transparent, d'ouvrir, de parler des choses qui se passent bien, des choses qu'il faut adapter. Pourquoi c'est aussi important? Disons qu'il est quand même important pour moi, à mon avis, de partager le retour d'expérience. On part de loin. Il y avait beaucoup d'opposition de principe. On écoutait dire qu'il y avait concurrence entre la production de lumière et de lumière. Que la lumière était partagée, du moins le rayonnement, entre la production d'herbe et la production d'énergie. Certes, mais on voit quand même tout l'intérêt que l'élevage, du moins que la pâture peut tirer de telles structures, quoi. Bon, il y a différentes zones. Il y a la zone qui est sous les panneaux. On écoutait dire que c'était une zone où il n'y avait absolument pas d'herbe. Donc le fait de pouvoir ouvrir la centrale et montrer en pleine sécheresse que c'est une zone qui est encore verte, que les brebis se réservent cette herbe-là pour manger, avoir du vert en pleine sécheresse, c'est important, quoi. Il y a aussi toutes les zones qui prennent l'ombre de manière intermédiaire. Donc c'est des zones qui subissent moins justement les coups de chaleur et qui redémarrent beaucoup plus vite à la moindre précipitation. C'est toutes ces choses-là qui est important de montrer, à mon avis. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'accueillir à la fois des services de la DDT, des chambres d'agriculture, des coopératives, des éleveurs. Donc ce site a été visité par pas mal de personnes, et on tire déjà plein d'enseignements hyper intéressants sur ce site, alors même que c'est un site qui correspond effectivement pas aux critères de la loi APER, en tout cas de l'agrivoltaïsme tel qu'il a été défini par la loi, mais ça nous aide aussi dans les réflexions sur les futurs designs et sur ce qu'on en retire comme enseignement. Aujourd'hui, on fait évoluer aussi, Anne-Marie en parlait, l'agrivoltaïsme vers plein d'autres typologies d'élevage, l'avicole, le bovin. Chez FEDER, vous êtes aussi du coup coopérative bovine. Est-ce que vous accompagnez aussi sur ce segment-là? Alors oui, au niveau de FEDER, on accompagne aussi sur ce segment-là. C'est des techniciens bovins, comme moi, qui suis technicienne ovin. C'est eux qui sont sur ces projets-là, qui commencent à accompagner. Les projets démarrent
maintenant en bovin, alors que ça fait longtemps qu'ils ont démarré en ovin. C'est pour ça il y a moins de démonstrateurs. Hein. C'est important d'avoir des démonstrateurs parce qu'au début il faut bien montrer. Et je vous dis, dans les institutions, le factuel est là, c'est important. Enfin, c'est normal, mais il y a besoin de factuel. Donc les démonstrateurs sont les bienvenus. En bovin, on n'a pas la chance d'avoir comme en ovin déjà des parcs photovoltaïques, même s'ils ne sont pas agrivoltaïsme, on peut déjà voir les premiers constats et ça sera que mieux en agrivoltaïsme, on le sait. Donc en bovin, on a moins ce retour-là, donc c'est plus difficile pour l'instant, mais ça va évoluer parce qu'on voit les premiers démonstrateurs. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces retours-là. Mais je pense que ça peut très bien marcher en bovin aussi, hein, je suis honnête. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, ça marche en mouton et je vois pas pourquoi ça marcherait pas en bovin. Il y aura vraiment les mêmes avantages, je pense. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va tester sur notre démonstrateur de Guise dans l'Allier. On va tester différents types de structures avec des charolaises pour correspondre à la race locale. Et effectivement, ça sera intéressant de comparer voilà, ce qu'on peut observer dans les élevages ovins et les élevages bovins, même si on a déjà tiré plein de leçons et d'apprentissage de la partie ovine. Merci à tous les deux. On va conclure cet échange. Est-ce que, avant qu'on conclue, vous avez peut-être un conseil que vous donneriez aux éleveurs qui souhaiteraient se lancer? Vous en avez déjà partagé pas mal, mais est-ce que pour vous, il y a un élément vraiment important à garder en tête que vous souhaiteriez mettre en avant? Moi, le conseil que j'ai aux éleveurs, c'est de bien s'entourer pour mener un projet photovoltaïque ou agrivoltaïque maintenant. C'est de choisir le bon énergéticien, de prendre le temps de signer une promesse. Si on vous dit fin de semaine, il faut que ça soit signé. Un projet, ça dure 6 ans, donc on n'est pas forcément à une semaine près. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier, d'aller visiter. Voilà, il faut bien y réfléchir. Et en plus, on engage pour le coup souvent l'agriculteur, mais aussi la génération après. Donc, c'est des choses qu'il faut bien réfléchir. Et un projet bien réfléchi ira au bout. Voilà. Je pense qu'Anne-Marie a tout dit. Hein, donc, non, mais c'est vrai que le choix du développeur est primordial. C'est un projet de longue haleine et c'est vrai qu'il est important quand même de s'entourer de personnes qui ont déjà un retour d'expérience, qui peuvent vous le montrer, qui peuvent... voilà. Très bien, merci à tous les deux. Et puis nous on se retrouve aussi à 15h pour aborder du coup le sujet de l'agrivoltaïsme bovin qu'on a très légèrement évoqué, mais sur lequel on s'attardera plus cet après-midi avec l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt.